Les substances chimiques de science-fiction. Ce dont on va parler ici, ce ne sont pas seulement des drogues au sens classique du terme, mais de toutes ces substances chimiques imaginées par la science-fiction pour modifier l'esprit, contrôler les comportements, augmenter les capacités humaines ou carrément changer la perception du réel. Du haut de ses 4000 ans, l'épopée de Gilgamesh est souvent considérée comme la plus vieille œuvre littéraire connue. Or, ces dernières pages parlent de drogue. Eh oui. Il existe une plante qui ressemble à un lyciette. Si tu parviens à t'en emparer, tu seras à nouveau comme tu étais dans la jeunesse, explique Gilgamesh à son batelier mort-vivant Ur-Shanabi, au cours de ce qui pourrait bien être le premier effort de classement des drogues dans la fiction. Cette plante Ur-Shanabi est la plante d'immortalité. Grâce à elle, un homme peut retrouver sa vigueur. Dans la nouvelle The Mortal Immortal, 1833, de Mary Shelley, oui, celle de Frankenstein, le protagoniste dérobe une potion de vie éternelle à son patron alchimiste et en avale une lampée. Bilan, il voit ses amis et ses amours mourir un à un et perd peu à peu l'esprit. Dans Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll altère l'état physique de son héroïne à l'aide de potions, de gâteaux, de champignons. Le plus vieux drogué fictionnel archi-connu est sans doute le scientifique de l'étrange cas du Dr Jekyll de Mr Hyde en 1886 de Robert Louis Stevenson. Le sérum que consomme le docteur ressemble à un puissant mélange d'alcool et d'amphétamine qui transforme son corps et le libère de toute inhibition. One thing we will tell you is that Jerry plays the part of an eccentric chemistry professor who invents the greatest new drink since Dracula discovered the Bloody Mary. One sip and he turns into... Ah, that would be telling. And even those who know aren't telling. Quant à H.G. Wells, il a rédigé des cargaisons entières de travaux consacrés à la drogue, notamment L'Homme invisible en 1897, dans lequel un savant, pas si fou, utilise un cocktail chimique pour se rendre invisible. Adrien ne se serait jamais suicidé. Écoute, tu retrouves enfin ta liberté. Ne le laisse pas te hanter. Y a quelqu'un? J'ai peur. Mais t'as plus aucune raison d'avoir peur de lui. C'était un sociopathe. Il avait un contrôle total sur absolument tout. Il disait que partout où j'irais, il me retrouverait. Qu'il s'approcherait de moi et que je pourrais même pas le voir. Et Le Nouvel Accélérateur en 1901, dans lequel un autre savant concocte une drogue qui déchaîne ses capacités cognitives et ralentit le monde qui l'entoure. C'est donc la NZT-48 avant l'heure. Oui, la NZT-48, venue du film Limitless et sa série dérivée. C'est la drogue d'optimisation intellectuelle. Tu l'avales et d'un coup tu deviens un Mozart de la finance. Ouais, non, bon, c'est pas terrible. Tout ton cerveau fonctionne à plein régime, sauf que ça ne dure pas et que les effets secondaires te transforment assez vite en génie paranoïaque mais qui saigne du nez. Chez Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes, on a le soma, l'opium du peuple, une drogue artificielle de synthèse que les citoyens sont tous incités à utiliser et qui peut, à forte dose, plonger celui qui en prend dans un sommeil paradisiaque. Il se consomme sous forme de comprimés distribués au travail et en fin de journée. Cette substance est supposément le secret de la cohésion de cette société. Grâce à elle, chacun de ces éléments serait heureux et ne revendiquerait rien. Consommer cette drogue est un recours indispensable pour lutter contre les maux de la vie en société. Elle a pour effet de remplacer la cigarette ou l'alcool de notre monde réel. Les individus de toutes les castes se satisfont de leur statut par le double usage du conditionnement hypnopédique, c'est-à-dire l'éducation durant le sommeil, et du soma. Le thème de l'altération de la perception et de la drogue comme moyen de fermeture ou d'éveil pour l'esprit sera plus tard important dans la vie et l'œuvre de l'auteur. Le soma n'est pas sans rappeler la mescaline expérimentée par Huxley, expérience qui sera à l'origine de l'essai Les portes de la perception de 1954. Dans THX 1138 de George Lucas, la prise de médicaments est imposée pour supprimer les émotions et maintenir l'ordre social. L'absence de consommation est un crime. Dans Dune de Frank Herbert,
L'épice est une ressource rare et précieuse qui permet de prolonger la vie, d'accroître la conscience et de naviguer dans l'espace en pliant le temps. Elle est au centre d'enjeux religieux, politiques et économiques colossaux. L'image d'un messie en poudre est tentante, mais l'épice n'est pas une substance mystique ou sacrée au sens strict. Elle est plutôt une passerelle vers l'hyperconscience et un moteur de domination culturelle. Herbert a déclaré au célèbre mycologue Paul Stamets qu'il s'était largement inspiré de ses propres expériences avec les champignons hallucinogènes pour écrire le roman. Aux côtés du LSD, ces derniers étaient devenus un élément majeur de la contre-culture des Psychedelic 60s. Dans son roman A Time of Changes en 1971, Robert Silverberg se montre encore plus explicite dans sa bienveillance vis-à-vis des drogues. Une société de pauvres airs découvre une drogue qui permet à ses consommateurs de communiquer par télépathie et ainsi d'ouvrir leurs esprits et restaurer la paix et la prospérité. Ce qui n'empêche pas qu'en 1974, le National Institute on Drug Abuse, NIDA, a commandé un rapport à Silverberg, Drug Themes in Science Fiction. Aujourd'hui, la mission de la NIDA, qui dispose d'1 milliard de dollars de budget annuel, est de, je cite, mener la nation à faire appel au pouvoir de la science pour peser sur la consommation de drogue et l'addiction. Ils ne sont pas sortis de l'auberge. Philippe K. Dick, lui, n'a pas écrit un roman sans que quelqu'un ne plane, volontairement ou non. Dans Ubik, il nous flanque entre les pattes un produit présent sous forme d'aérosol, à vaporiser sur les objets ou les personnes qui sont en train de régresser dans une autre temporalité, 1939 en l'occurrence. Ubik semble alors disposer d'un pouvoir divin, ce que suggère son nom. Toutefois, l'aérosol peut régresser lui-même en baume ubique pour le foie et les reins, et même en élixir d'ubiqueux, ce qui le rend inutilisable. Les épigraphes de début de chapitre présentent Ubik sous diverses formes, telles que bière, café, sauce salade, antimigraineux, produits d'épargne, somnifères, déodorants, shampoings, soutien-gorge, lames de rasoir ou produits d'entretien, chacune accompagnée d'un slogan et de la mention « Utilisé conformément aux instructions ». Philippe K. Dick assimile donc un produit supposément divin au consumérisme dans un discours publicitaire, ce qui lui permet de critiquer la société de consommation, mais aussi de perturber son lecteur, incapable de définir correctement les véritables propriétés de l'aérosol. Et dans Substance More, A Scanner Darkly, on expérimente une dissociation de la personnalité et des troubles psychotiques graves. La substance D, Slow Death, est une drogue qui altère peu à peu l'identité jusqu'à annihiler toute volonté à la façon des opioïdes, opium, morphine et tutti quanti. Ce roman dit que le dédie à ses anciens amis toxicomanes, morts ou gardant de cette époque des séquelles à vie. Il s'agit donc d'un livre très personnel, très dur, qui met en scène une Amérique toute proche. Une Amérique où tout est sécurisé et contrôlé par les autorités, mais où la drogue est très présente. Parce que, contrairement aux autres drogues, la substance D est bon marché et ses effets sont encore plus désastreux. Dans Calocaïne de Karine Boy, on suit Léo Kahl, un chimiste loyal au régime totalitaire qui régit son pays. Ce bon soldat de la science met au point un sérum de vérité, censé permettre à l'État de détecter toute forme de trahison ou de pensée dissidente. Au début, il est convaincu d'œuvrer pour le bien commun. Après tout, si tout le monde dit la vérité, il n'y aura plus de mensonges, plus de méfiance, plus de chaos, non? Sauf que très vite, le rêve vire au cauchemar. Les gens se trahissent malgré eux. Leurs pensées les plus intimes deviennent des preuves à charge. Et l'État, ravi, s'engouffre dans la brèche pour mieux surveiller, punir, broyer. Cal lui-même se met à douter de ses proches, de ses supérieurs, de lui-même. Le sérum, censé renforcer la cohésion, finit par révéler l'ampleur du malaise. Un roman d'anticipation qui met les nerfs à rude épreuve et qui, déjà en 1940, exposait la tentation du contrôle absolu via la science. Côté jeux vidéo, là les drogues sont littéralement des bonus. Dans Cyberpunk 2077, seules les personnes les plus riches peuvent se payer des drogues personnalisées, non toxiques, adaptées à leur propre physiologie. Les crasseux de la rue, c'est-à-dire tout le reste, sont bons pour sniffer la lie des égouts chimiques. La syntécoque est la seconde génération des ersatz synthétiques de la cocaïne. La guérivite est destinée à améliorer le processus naturel de guérison, on s'en doutait. Les effets secondaires sont le réflexe réduit durant une semaine. La Dorf est utilisée comme drogue de combat
pour supprimer la douleur, car l'endorphine réduit la souffrance et les effets du stress. Cela a aussi un effet dévastateur sur votre système nerveux. La turbo augmente l'intelligence durant une période de 2 à 7 heures. Une personne accoutumée a tout gagné. Non seulement son intelligence n'augmente plus, mais elle doit aussi absorber du turbo toutes les 12 heures ou être réduite à subir des hallucinations et des crises de hurlement. Quant au lien noir, ces utilisateurs deviennent des machines à tuer, froides et sans peur, exactement ce que les militaires qui l'ont créé recherchaient. Si vous échouez à résister à cette addiction, le résultat sera peut-être une cyberpsychose. Et dans BioShock, les plasmides injectés modifient l'ADN et donnent des pouvoirs comme arc électrique, incinération ou télékinésie. Ce sont les abus et la dépendance à ces plasmides qui participent à la dégénérescence sociale de Rapture, une société capitaliste libre de religion et de gouvernement où tout citoyen peut réaliser pour son propre profit plutôt que pour l'accomplissement altruiste des besoins d'autrui. Dans l'univers du jeu vidéo Mass Effect, le terme biotique fait référence à l'aptitude de plusieurs formes de vie à créer des champs gravitationnels, Mass Effect Field en anglais, en utilisant des nodules d'éléments zéro intégrés dans les tissus de leur organisme. Ces pouvoirs sont accessibles et augmentés par l'usage des implants biotiques. Les individus disposant d'aptitudes biotiques, communément appelés biotiques, peuvent renverser leurs adversaires à distance, les projeter dans les airs, générer des vortex gravitationnels et créer des barrières protectrices. Les animés aussi sont concernés. Akira est largement considéré par les critiques comme l'un des plus grands films d'animation et de science-fiction jamais réalisés, ainsi qu'une référence dans l'animation japonaise. C'est aussi un film phare du genre cyberpunk dans lequel, le 16 juillet 1988, la ville de Tokyo est détruite. 31 ans plus tard, après la Troisième Guerre mondiale en 2019, Néo-Tokyo est une mégapole corrompue et sillonnée par des bandes de jeunes motards désœuvrés et drogués. Une nuit, l'un d'eux, Tetsuo, a un accident de moto. Il est capturé par l'armée et fait l'objet de nombreux tests dans le cadre d'un projet militaire secret visant à repérer et à former des êtres possédant des prédispositions à des pouvoirs psychiques. Et Tetsuo, qui a échappé aux militaires, doit être traité avec divers médicaments pour contenir ses pouvoirs psychiques croissants. Ceux-ci sont le symbole d'une mutation incontrôlable. Dans Psycho-Pass, des drogues permettent de fausser son coefficient criminel, ce fameux chiffre qui détermine si tu es un danger pour la société et qui peut t'amener à ton exécution immédiate s'il dépasse 300. 約束の地ジェネラル人が人を支配し続ける限り必ず誰かが不当に殺されるドミネーターは使えず敵は重武装で襲撃中ここは任せていけ常森を守れ人はシビラという極めて全能な神を使っただがその神を殺すのも人だあなたを法で裁きます Et dans Cowboy Bebop, une goutte de Bloody Eye dans l'œil ralentit la perception du temps, ce qui est utile en combat et redoutable pour les nerfs. Plus étrange encore, Ultra Heaven, un manga psychédélique signé Keiichi Koike. Ici, la drogue du même nom te fait franchir la frontière entre rêve et réalité, au point de ne plus savoir dans quelle dimension tu te trouves. C'est une quête vers la drogue ultime, un trip d'une ambition cosmique version papier. Une série au graphisme proche de celui de Moebius, période Métal Hurlant, et à la mise en page complètement éclatée. Tiens, en parlant de Métal Hurlant, à l'occasion des 50 ans du magazine, un numéro anniversaire, le numéro 14 de février 2025, a rassemblé des récits inédits de nombreux auteurs, dont Frédéric Peters. Dans ce numéro, Peters signe une courte bande dessinée intitulée Acide Dionée, un hommage évident à Jean-Pierre Dionée, cofondateur historique du magazine. Acide Dionée est décrite comme une plongée dans un univers psychédélique fidèle à l'esprit avant-gardiste et expérimental de Métal Hurlant. Un personnage en manque, armé d'un séchoir à cheveux, traverse un monde délirant afin d'obtenir sa récompense, un Jean-Pierre Dionée qui fond dans la bouche et pas dans la main, pour ceux qui ont la ref, et emporte notre protagoniste dans un nirvana bien mérité. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas cherché le voyage intérieur, mais qui ont fini dévorés. Dans Le Festin nu de William Burroughs, la viande noire, le fameux black meat, est une drogue imaginaire d'une puissance infernale, extrêmement addictive,
obtenue à partir des entrailles de chilopodes, des centipèdes géants. Cette substance est si délicieuse et addictive que ces consommateurs mangent leur propre vomissure pour prolonger la défonce. Excusez-moi. Le festin nu se veut une descente cauchemardesque dans l'esprit d'un junkie, transcendant la forme classique du roman en le déstructurant, frappant le lecteur de ses divagations sous morphinique, passant de la science-fiction à la tragédie avec des modifications corporelles, des créatures angoissantes, dans un pays étrange, lieu de toutes les débauches, interzone. Un peu plus artisanal, on a le cocktail de Dzeke dans The Faculty, une sorte de mélange énergisant à base de caféine, préparé dans des stylos, à la fois euphorisant maison et arme redoutable contre une invasion alien. Défonce garantie cocktail qui bastonne. De toute façon, tu te serais pas plu ici. Comme quoi, même dans un lycée américain, la chimie peut sauver le monde, ou au moins un groupe d'ados très très cliché. Et si on veut voyager dans d'autres dimensions sans quitter son canapé, on peut toujours ingérer une plume de Wurth, roman de Jeff Noon. Chaque plume donne accès à un univers parallèle, onirique ou cauchemardesque. Parmi une bande de junkies se trouve Scrib, qui lors d'une plongée dans le Wurth a perdu sa sœur et amante. Ouais, c'est un peu ce qu'on appelle de l'inceste. Il a donc échangé, bien malgré lui, Desdemone contre un extraterrestre gélatineux portant le doux nom de Curious Yellow, car c'est la loi de Wurth, la loi de Hobart. Toute chose abandonnée dans le Wurth est remplacée dans le monde réel par une chose de valeur équivalente. Donc au boulot pour retrouver la frangine. Quant à la neuroïne, elle fait une apparition discrète dans Minority Report, un hallucinogène du futur qui permet de fuir une réalité sous surveillance constante. Chacun son style, chacun sa dose. Pas un seul meurtre en 6 ans, tout fonctionne bien dans ce système, il est... Parfait, je suis d'accord. Dites-moi exactement ce que vous cherchez. Les failles. Vous n'avez jamais eu de faux indices? Je ne vais que citer, sinon on n'en finit plus, le lait aux amphétamines de Orange Mécanique d'Anthony Burgess, le Moloko Plus. Et dans un registre plus jovial, mentionnons l'aphrodisiaque drogue de Vénus dans ce célèbre épisode de Star Trek diffusé en 1967. Report. It's all right, darlings. We're in good hands. La science-fiction ne parle pas toujours de drogue pour faire la morale, mais elle n'hésite pas à poser des questions éthiques. Et si ces univers sont défoncés, c'est peut-être parce que le nôtre a parfois un sacré goût de pilules sucrées. Et dans le même registre, n'oubliez pas que la science-fiction... C'est un piège.